Mohamedou Moustapha Dieng, il est professeur d'histoire contemporaine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir professeur et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir madame, le plaisir est partagé madame. Alors nous vous avons invité parce qu'il y a eu l'actualité internationale marquée par la guerre Russie-Ukraine. Pour les Sénégalais qui ne comprennent pas pourquoi la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Merci madame, vous me permettrez, après vous avoir remercié, de faire quelques rappels dont les plus essentiels sont les suivants. Premier rappel, la Russie et l'Ukraine faisaient partie de la même constitution politique, c'est-à-dire de l'ex-Union soviétique, donc issue de la révolution bolchevique d'octobre 1917. Et deuxième rappel, c'est qu'en fait, véritablement, la Russie, l'Ukraine est un des États, une des nations les plus anciennes d'Europe, puisque formée au XVIIIe siècle à la faveur d'une révolution cosaque contre l'ordre polonais. Troisième rappel, c'est que l'Union soviétique, je l'ai dit tantôt, était un État multinational, dans lequel cohabitaient plusieurs nationalités, parmi lesquelles les Ukrainiens, les peuples baltes, les Cosaques, etc., les Géorgiens, tout un ensemble de peuples, et on dénombre à peu près 150 nationalités présentes à l'époque en ex-Union soviétique. Autre rappel, c'est que l'Ukraine est un des États de transit de l'énergie les plus importants au monde. Autre rappel également, très tôt, un sentiment national ukrainien s'est développé dans cette partie de l'ex-Union soviétique. Voilà de mon point de vue un certain nombre de rappels qui sont extrêmement importants. Absolument. Voilà. Alors pourquoi maintenant la Russie s'est attaquée à l'Ukraine? Pourquoi la Russie s'est attaquée à l'Ukraine? Lorsque l'Union soviétique éclate en 1991, aussitôt les Ukrainiens ont proclamé leur indépendance. Et donc cette indépendance est le résultat d'une série de luttes. Et ils l'ont obtenue au moment de l'éclatement de l'ex-Union soviétique. Et ça, ils ne l'avaient pas obtenu du temps où ils étaient dans l'Empire tsariste, du temps où ils étaient également dans l'Union soviétique de Lénine, comme dans l'Union soviétique de Staline ou de Gorbatchev, ou encore de Helsinki. Donc c'est pour dire que véritablement, très tôt, je vous l'ai dit, il y a un très fort sentiment national ancré dans la conscience collective des Ukrainiens. Et en 1991, l'Ukraine est devenue indépendante. Et au moment de l'indépendance, ce sont les membres du Parti communiste ukrainien qui dirigent le pays. Donc des gens qui sont des pro-russes et qui dirigent le pays. Mais ces dirigeants ont été par la suite considérés par le peuple ukrainiens comme des dirigeants antidémocratiques corrompus. Et tant et si bien, ils ont été tous balayés en 2004 à la faveur de la révolution orange. Et se sont installés par la suite des dirigeants véritablement pro-occidentaux. Et c'est à partir de cet instant que commencent les relations conflictuelles entre l'Ukraine et la Russie, parce que Poutine n'a jamais accepté véritablement la présence de pro-occidentaux dans des territoires de l'ex-Union soviétique, en particulier dans l'Ukraine, qui était à l'époque un des territoires les plus importants de l'ex-Union soviétique, en rapport avec sa démographie, mais en rapport avec son potentiel économique. Et je l'ai dit tantôt, l'Ukraine est un des États de transit les plus importants de l'Europe. Mais s'y ajoute aussi le fait que pour Poutine, ce sont les Américains qui ont favorisé véritablement le retour des pro-occidentaux au pouvoir en 2004. Et Poutine considère cela comme une ingérence américaine dans les affaires de l'Ukraine et aussi dans les affaires intérieures de la Russie, parce que la Russie considère cet espace-là comme, disons, un espace vital pour elle. Donc voilà un des éléments. Et aussi, pour Poutine, l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN constituerait une menace extrêmement sérieuse pour l'Union soviétique, pour la Russie. Pourquoi? Parce que, vous le savez, un pays membre de l'OTAN a la possibilité d'installer des bases américaines sur son territoire. Et des missiles ou des bases américaines placé en direction de la Russie, face à la Russie, constituerait une menace extrêmement grave, dans véritablement la stabilité de la Russie. Et on a comme l'impression que quand même le président russe n'a peur de personne. On a vu ce qui s'est passé avec cette guerre.
tout le monde s'est tenu à l'écart. Bon, absolument, c'est-à-dire que bon, donc, ce que je voudrais également, ça je l'ai oublié dans les rappels, ce n'est pas la première fois que Poutine véritablement s'en prend à l'Ukraine. Ce n'est pas la première fois que Poutine s'en prend à d'autres peuples, y compris, bon, par exemple, les peuples de Crimée. Et donc, et chaque fois, véritablement, ça s'est terminé donc, par des négociations. Et donc, je pense que véritablement, et la stratégie de Poutine, c'est effectivement donc d'être le maître de cet espace-là. Et donc, on a comme l'impression que Poutine veut reconstituer petit à petit donc l'ancien empire soviétique. Mais est-ce qu'il va y parvenir? Bon, donc, parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine quand même a officiellement demandé son adhésion à l'Union européenne. L'Ukraine a demandé son adhésion à l'Union européenne et donc ce que véritablement, en tout cas, Poutine n'est pas prêt à accepter. Et je voudrais revenir un peu en arrière pour dire, vous m'avez posé une question relative à l'OTAN. L'OTAN a été créée dans un contexte particulier, le contexte donc de la guerre froide. Et à l'époque, l'OTAN avait pour objectif de défendre les intérêts du camp occidental, contre une éventuelle menace du camp socialiste. Et le pendant de l'OTAN, au niveau donc oriental, c'était le pacte de Varsovie. Et avec l'éclatement de l'Union soviétique, le pacte de Varsovie a été dissous. Et donc par conséquent, pour Poutine et pour la plupart des dirigeants donc de l'ex-Union soviétique, l'OTAN n'a plus sa raison d'être. Parce que sa raison d'être, c'était l'existence du pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie étant dissous, donc l'OTAN véritablement ne devrait plus exister. Et pourquoi aujourd'hui l'Ukraine voudrait intégrer l'Union européenne? Donc, l'Ukraine veut intégrer l'Union européenne en rapport avec un certain nombre d'intérêts. Donc, je vous l'ai dit, c'est véritablement le principal état de transit, disons, du monde et par conséquent de l'Europe. Et donc, toute l'énergie, tout le gaz, véritablement, transite véritablement vers l'Ukraine, par l'Ukraine vers l'Union européenne. Et ça, c'est extrêmement important pour l'Ukraine. Mais également, véritablement, l'intégration véritablement de l'OTAN, peut être considérée par les Ukrainiens comme véritablement une protection contre, disons, une éventuelle ou une autre menace, disons, des dirigeants de la Russie, de Poutine en particulier. Mais est-ce que son intégration sera facile, d'autant plus qu'il y a des pays européens qui ne veulent pas que l'Ukraine intègre l'Union européenne? Mais je pense que dans le jeu des relations internationales et dans le jeu des relations entre États, ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire que il y a certains États qui effectivement sont pour l'intégration de l'Ukraine dans l'espace ouest européen. Pour d'autres, véritablement, il est hors de question que l'Ukraine intègre cet espace-là. Mais je pense que quoi qu'il en soit, madame, les uns et les autres ont intérêt à ce que la stabilité revienne dans cet espace-là. Et la guerre n'a jamais réglé des problèmes. Et je pense que nous devons être tous contre une militarisation des relations internationales. Les relations internationales doivent être bâties sur la base de discussions, sur la base de campagnes de persuasion. Justement, il y a eu des pourparlers qui ont démarré. Aujourd'hui, il y a eu des négociations entre les deux pays. Jusqu'où ça peut mener? À la fin de la guerre ou pas? Mais je pense que, nous ne pouvons qu'être optimistes pour penser que véritablement que ces discussions doivent mener à la fin de la conflagration. Parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois qu'il y a guerre et ce n'est pas la première fois qu'il y a des discussions. Je vous ai dit qu'au moment où la Crimée pratiquement avait rejoint cet espace-là, véritablement, il y a eu des sanctions en direction, disons, de la Russie. Et donc finalement, on s'est retrouvé sur une table et on a véritablement signé la paix. Et je pense que ça, c'est, de mon point de vue, extrêmement important. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'Union européenne, la Russie et l'Ukraine ont intérêt à ce qu'il y ait un modus vivendi entre eux trois. Pourquoi? Parce que le gaz russe transite par l'Ukraine pour aller, disons, en Europe de l'Ouest. La Russie a intérêt à affermir ses relations avec l'Ukraine parce qu'elle, disons, véritablement dépend également de ce transit-là et qu'elle doit
disons, des subsides, bon, donc, véritablement, donc, comment dirais-je, à l'Ukraine. Mais l'Ukraine également a intérêt à ce que le gaz russe transite, disons, véritablement par son territoire. Et l'Union européenne également a fait, disons, de l'Ukraine la plateforme énergétique de l'Europe, donc pour son ravitaillement. Et donc aujourd'hui, s'il y a des relations conflictuelles entre même l'Union européenne et la Russie, je pense que véritablement que c'est l'Union européenne qui risque d'en pâtir. Parce qu'en fait, véritablement, le gaz russe est un gaz de très haute teneur. Et donc, même si bon, donc, la Russie peut avoir d'autres sources de ravitaillement, elle ne peut pas avoir meilleur gaz que comme l'Union européenne peut avoir d'autres sources de ravitaillement, elle ne peut avoir meilleur gaz que, disons, celui de la Russie. Mais est-ce que la Russie aussi va tenir au vu des sanctions économiques qui ont été prises contre le pays de Poutine? C'est vrai, il y a des sanctions économiques qui ont été prises. Je vous ai dit, madame, que ce n'est pas la première fois que des sanctions économiques qui sont prises à l'endroit de la Russie. Et donc, la Russie a quand même des alliés également, il ne faut pas l'oublier sur le plan international. Donc la Russie bon, donc, a un allié extrêmement important qui est la Chine, donc par rapport à, disons, un allié économique. Donc les sanctions n'auront aucun impact négatif sur... impact négatif, je pense que les sanctions... en Russie. Mais les sanctions ont surtout un impact extrêmement négatif sur la vie au quotidien des peuples, donc du peuple russe, mais également surtout, disons, des autres peuples qui véritablement sont véritablement en rapport donc, avec l'Union soviétique. Moi, je pense que les sanctions bon, donc, n'ont jamais réglé bon, donc, le problème tel qu'on l'aurait voulu. Parce que, véritablement, je vous l'ai dit, que la Russie a des partenaires, que la Russie, certainement, a constitué depuis très longtemps, la Russie a constitué des stocks de stratégie. Donc alimentaires, bon, donc véritablement des stocks financiers. Et donc ça, c'est depuis le temps de l'ex-Union soviétique, parce que la Russie, bon, véritablement, a une tradition véritablement d'opposition avec un certain nombre de puissances capitalistes, en particulier avec le monde occidental. Et la Russie a tenu tête, bon, pratiquement, disons, au bloc occidental jusqu'en 1991, au moment où elle a éclaté. Et certainement, c'est cela qui explique également parfois la volonté des Américains de penser que la Russie est affaiblie donc, par la défaite qu'elle a enregistrée du temps donc, de la guerre froide. Et pour les Américains, à l'époque, ils disaient que bon, donc, les États-Unis ont mis KO debout l'Union soviétique en rapport donc, avec la dislocation donc, de l'Empire soviétique. Mais la Russie demeure, encore une fois, une puissance extrêmement importante dans le monde. Et elle a sa bombe nucléaire qui fait peur à tout le monde. La bombe nucléaire, c'est vrai. Bon, donc elle a une capacité. C'est vrai. La bombe nucléaire, elle fait peur à tout un chacun. Absolument. Parce que les uns et les autres savent véritablement les conséquences d'une guerre nucléaire. Et une guerre nucléaire, ça signifie, disons, la fin de l'humanité. Et je pense que bon, donc, Poutine bon, donc, en arrivera pas jusqu'à là, jusqu'à bon, donc, déclencher véritablement le bouton. Aujourd'hui, quels sont les enseignements qu'il faut tirer de cette guerre de la Russie contre l'Ukraine? Moi, je pense que le premier enseignement que nous, Africains, en tout cas, nous devons tirer de ce conflit, c'est que nous devons... D'abord le monde. Le monde. Du monde entier. Le monde entier, dans un premier temps, il faut refuser à ce que les relations internationales s'inscrivent dans le cadre d'une militarisation donc, des rapports internationaux. Absolument. Ça, c'est extrêmement important. Mais également, il faut que l'on comprenne qu'aujourd'hui, que nous sommes dans un monde de plus en plus complexe. Et donc, nous avons vu les États-Unis se retirer, je dirais, piteusement d'Afghanistan, comme l'Union soviétique l'avait fait donc, en 1979. Et cela montre encore une fois qu'une guerre ne peut pas régler les problèmes. On peut occuper un pays, on peut envahir un pays, c'est facile. Mais on peut s'enliser. Et l'enlisement peut conduire véritablement à la défaite. Et tel a été le sort, disons, de l'Union soviétique en Afghanistan, tel a été également le sort aussi des États-Unis donc, en Afghanistan. Donc la guerre, de mon point de vue, nous devons, les uns et les autres, appeler tout d'abord
à un retrait des troupes soviétiques donc de la Russie, quels que soient les bords politiques auxquels nous appartenons. Parce que la guerre n'est pas la solution. La solution, ce sont les idées, les débats. La solution, ce sont les idées, les débats, la persuasion. Absolument. Bon, donc, véritablement, et je pense que c'est cela qui peut faire progresser l'humanité. Et quelle devrait être aujourd'hui la posture de l'Afrique dans cette guerre? Dans cette guerre, qui ne la concerne pas, certainement. Dans cette guerre, je pense que nous avons des enseignements à tirer de ce conflit. Le premier enseignement, c'est que nous devons davantage aller dans le sens d'une sécurité alimentaire, aller dans le sens d'une sécurité globale, militaire y compris. Et donc parce que véritablement nous sommes, surtout Africains de l'Ouest, dans une région extrêmement sensible, la région sahélienne. Et donc qui est confrontée. Et nous n'avons pas ces souverainetés alimentaires et militaires, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Ça, il faut, je pense, avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Nous ne l'avons pas, mais nous devons travailler véritablement à l'avoir. Donc c'est quelque chose de très fondamental parce qu'en fait, s'il y a une inquiétude de la part d'un certain nombre de pays européens, c'est en rapport avec certainement, disons, comment dirais-je, les difficultés qu'ils ont à se ravitailler en un certain nombre de produits stratégiques, l'énergie, mais également le blé et un certain nombre de produits alimentaires. Donc ça, je pense nous avons vu le renchérissement qu'il y a partout en Afrique, parce que nous avons tous des économies extraverties, et voilà ce qui arrive. Le prix du baril du pétrole a flambé, tout a flambé sur le plan international dont nous dépendons. D'accord, moi je suis optimiste par nature, donc je dirais que nous avons intérêt véritablement à pousser davantage nos réflexions par rapport à un certain nombre de questions qui, comme nous l'avons dit, nous interpellent et véritablement qui ont cours aujourd'hui dans ce monde. Et un exemple patent en est véritablement le conflit qui oppose aujourd'hui, la guerre qui oppose aujourd'hui la Russie à l'Ukraine. Et je pense que, en tout cas, pour nous devons en tirer des enseignements. Quels sont ces enseignements je viens de le rappeler, madame. La souveraineté alimentaire, la souveraineté militaire. Le problème de la sécurité. Donc pourquoi ne pas aller vers une nouvelle armée, vers une nouvelle approche de nos armées, une armée ouest-africaine susceptible de garantir la paix et la sécurité collective de notre région ouest-africaine. Mais le Mali a déjà montré la voie, mais on a vu ce qui s'est passé avec la France. Est-ce que la France aujourd'hui elle est prête à lâcher le continent africain pour qu'on puisse voler de notre propres ailes? Mais je pense qu'aujourd'hui, la voix des peuples est devenue déterminante. Et donc rien ne pourra plus se faire comme avant. Et donc aujourd'hui, en Afrique, il y a des énergies nouvelles, des jeunes, etc. Des gens de plus en plus conscients, qui posent les problématiques en termes de souveraineté et en termes véritablement de respect de la volonté populaire, mais en termes de respect véritablement de la dignité de l'homme noir. Et je pense que et cela me rappelle les prises de position d'un Nkrumah ou les prises de position d'un certain nombre de leaders africains, de leaders panafricanistes qui s'étaient battus à l'époque pour l'unité de l'Afrique. Et cette unité suppose également une unité sur tous les fronts. Une unité pour, disons, la résolution des questions sécuritaires, une unité pour la résolution de la question alimentaire. Jusque-là, c'est une chimère. Depuis qu'on en parle de l'OUA à l'Union africaine, elle tarde à venir. Est-ce qu'il y a la volonté de parvenir à cette unité africaine? Mais la réalisation de l'unité, c'est un processus continu, c'est un mouvement, c'est un processus durable. Moi, je pense que véritablement, il ne faudrait pas se lasser d'en appeler à l'unité, d'en appeler à la solidarité également des peuples africains. Et je pense que le mot solidarité est pour moi extrêmement important. Parce que nous, les Maliens, les Guinéens, les peuples de la sous-région, nous avons à peu près la même histoire, nous avons la même trajectoire, nous avons les mêmes problèmes. Et il nous appartient dans le cadre, véritablement, d'un contexte ou d'une société beaucoup plus solidaire, d'aller dans le sens de la résolution de nos difficultés, qui sont communes. Quelles sont ces difficultés?
Mais les difficultés, bon, donc c'est des difficultés liées, bon, pratiquement, comment dirais-je, à l'exercice de la démocratie. Hein, ça, je pense que c'est extrêmement important. Vous venez de lâcher deux mots. La démocratie. C'est des difficultés qui sont liées. C'est le parent pauvre en Afrique. On a vu ce qui s'est passé. Les militaires reviennent au pouvoir, ils sortent des casernes pour venir prendre le pouvoir. Ce qui veut dire que la démocratie. En tout cas, la place des militaires, c'est les casernes. Hein, donc les militaires, je pense que. C'est la faute à qui si les militaires viennent prendre le pouvoir? Même si on ne légitime pas les coups d'État. Mais je pense que c'est la faute à nous tous Africains. Oui. C'est la faute. Je ne voudrais pas, bon, pratiquement, disons, comment dirais-je, jeter le discrédit sur tel ou tel, mais je pense que, bon, donc, c'est une responsabilité collective et il nous appartient collectivement d'aller dans le sens véritablement de solutionner ces questions qui sont des questions fondamentales et qui sont des questions d'une brûlante actualité. Ce sont des problématiques que vivent au quotidien nos populations. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tous les pays africains devraient faire comme le Mali? Faire comme le Mali, tourner le dos à la France, voilà. Tourner le dos à la France, madame. Rompre le cordon ombilical qui nous lie à la France depuis Mathusalem. Mais je pense que, bon, nous sommes dans un monde où véritablement les relations bon, donc, entre États donc, sont extrêmement importantes. Je pense qu'il nous faut aller dans le sens d'une redéfinition donc, de nos relations avec la France qui reposerait sur des relations de souveraineté à souveraineté. Oui. Donc, et la souveraineté, elle suppose bon, donc, dans un premier temps, notre souveraineté en nous sans la France, c'est ce que vous voulez dire? Non, je n'ai pas dit que... Non, pas du tout, madame. Oui. Je dis que bon, donc, les relations de souveraineté à souveraineté, c'est que nous avons notre propre histoire, bien qu'elle soit en certains endroits liée à celle de la France. Absolument. Nous avons notre propre culture, nous avons notre propre identité, nous avons notre propre valeur. Absolument. Je pense, essayons ou apprenons à construire nos sociétés sur la base donc, de nos valeurs qui guident véritablement, qui doivent guider nos comportements. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Allons dans le sens d'une société qui rassemble et non d'une société qui divise. Allons dans le sens qu'une école qui rassemble et non d'une école également qui divise. Justement, comment y parvenir quand dans les curricula de base, on nous enseigne que le programme français est toujours là, le Voltaire, les Molières et autres aujourd'hui. Comment faire pour... Moi, je pense qu'il nous faut aller dans le sens de rupture profonde donc, dans notre système éducatif. C'est-à-dire revoir l'éducation surtout à la base. Absolument. Commencer par la petite enfance. Absolument. Commencer par le primaire. Absolument. Là où se créent tout d'abord les inégalités, mais là où véritablement se font les apprentissages qui guident l'élève tout au long de son cursus. Absolument. Et donc moi je suis un militant donc, de la petite enfance, un militant de l'école de base. Absolument. Mais je suis également pour que véritablement que je l'ai dit, l'école appartient à tout le monde. Donc, aux parents, aux enseignants, aux élèves, à la communauté, à la nation. Absolument. Et donc, je pense qu'il nous faut aller dans le sens de cette école-là, qui prenne en compte véritablement nos valeurs et les préoccupations de tout un chacun, de tous les membres de la communauté éducative. Et commencer donc par la petite enfance, mais également faire en sorte que les collectivités territoriales soient impliquées dans le processus d'éducation. Que l'on aille dans le sens de la refonte des programmes, que des programmes vont donc centrés sur nos valeurs, centrés sur notre propre histoire. Et donc ça, je pense que bon, donc, en l'inculquant aux apprenants dès la petite enfance, je pense qu'on inculque chez eux la culture véritablement donc, du patriotisme, la culture du sentiment national, mais également la culture de l'excellence. Que l'école doit être aujourd'hui l'école de la méritocratie. Absolument. Merci beaucoup, professeur Moustapha. Je vous en prie. Mohamedou Moustapha Dieng, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.